Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une japonaise qui a vécu quelques années en France. Je vis actuellement à Tokyo au Japon. Je partage sur les réseaux sociaux mon point de vue sur les différences culturelles et ma vie quotidienne à Tokyo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler des différences culturelles qui m'ont déconcertée lorsque j'étais en France. Comme vous voyez, je parle pas parfaitement le français. J'espère que vous faites un peu d'effort pour me comprendre. Hein. Bon bref, en fait, ce qui m'a vraiment troublé, c'est qu'il y avait des choses qui sont pas considérées mal vues au Japon, alors qu'en France, c'est en fait mal poli ou mal vu. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des choses qu'il faut pas faire au Japon lors de votre voyage au Japon, mais pour moi, pour une japonaise, il y avait des choses qui étaient vraiment pas évidentes pour moi, donc l'inverse. Aujourd'hui, c'est mon tour de vous raconter 5 choses qu'une japonaise aurait aimé savoir avant d'aller en France. J'adore observer le pays quand je voyage et j'adore trouver ce genre de différences culturelles, je trouve ça trop intéressant. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de question de bon ou mauvais, je trouve juste différent et intéressant. Donc j'espère que vous me prenez pas mal. Voilà, c'est parti! Dire bonjour en entrant dans les magasins. Au Japon, on dit pas bonjour en entrant dans les magasins, alors qu'en France, c'est primordial. Il est bien sûr pas interdit de dire bonjour au Japon. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais pour les employés, ça peut donner l'impression d'une familiarité, une sorte de familiarité, et ils peuvent penser que vous connaissez quelqu'un, ou vous êtes un ami ou une amie d'un des employés par exemple. Au Japon, surtout dans le milieu professionnel, où la hiérarchie est très importante, on évite de parler d'une façon trop familière, sauf avec des amis bien sûr, ou alors dans des magasins locaux. Si vous apprenez le japonais et si vous entendez le japonais au Japon, dans les magasins, il dit pas bonjour en fait, il dit bienvenue. J'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais quand je suis arrivée en France, en fait, je ne savais pas qu'il fallait dire bonjour. Et du coup, à chaque fois que j'entre dans un magasin, je croyais que les vendeurs et les gens qui travaillent dans les magasins, ils ont toujours une mauvaise humeur. Donc je me disais, waouh, la France... Mais en fait, c'était à cause de moi qui n'ai pas dit bonjour. Et je pense que les Japonais sont tellement réputés pour être polis qu'on m'a jamais prévenu que c'est une règle de politesse évidente en France. Mais en y réfléchissant, c'est vrai que dire bonjour, c'est une base. Donc c'est évident qu'ils m'ont pas prévenu. Mais qu'est-ce que c'est d'être normal? Parce qu'au Japon, c'est normal de ne pas dire bonjour dans un magasin. C'est vraiment intéressant que cette notion de normal disparaît quand on voyage. En parlant de la familiarité des employés en France, j'ai été agréablement surprise quand j'étais en France par la manière dont les vendeurs et les personnels en France vous parlent comme si vous étiez un ami. Quand je suis rentrée au Japon depuis la France, j'étais triste et je pleurais à l'aéroport. Et il y avait une personne, un homme qui s'occupait de la file d'attente. Il est venu me parler. J'étais un peu surprise au début parce qu'il me parlait comme s'il était mon ami. Mais ça m'a reconfortée et je suis vraiment contente qu'il l'a fait. Et un peu plus tard, dans l'avion aussi, une hôtesse de l'air m'a complimenté mes vêtements. Et ça m'a fait plaisir, mais je l'ai trouvé assez étrange. Manger en silence en France, savourer avec du bruit au Japon. En France, faire du bruit en mangeant, c'est mal poli, mal vu. Mais au Japon, c'est plus appétissant quand on mange des nouilles. Bon, c'est peut-être quelque chose que tout le monde connaît maintenant qu'on a des réseaux sociaux parce que vous voyez tous les contenus qui disent « Ah, les Japonais font des bruits quand on mange des nouilles, etc. » Vous avez déjà vu ça. Mais moi, je ne savais pas la première fois que je suis restée chez une famille d'accueil en France. Pour une japonaise, manger des nouilles, attention, parce que manger quelque chose en faisant des bruits en général, c'est mal vu au Japon aussi. Mais quand on mange des nouilles, il est plus normal de faire du bruit. Donc quand j'étais en France, un jour j'ai préparé un ramen pour ma famille d'accueil. À ce moment-là, j'étais lycéenne, donc je savais pas trop comment faire le ramen. Donc j'ai mis des ramen instantanés dans une casserole et préparé comme si c'était quelque chose que moi je l'ai fait. Et quand on a commencé à manger, ma soeur d'accueil a fait du bruit en mangeant du ramen. Et la mère d'accueil, elle était super en colère. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que tu es censé de faire quand on mange du ramen. Et j'essayais de expliquer comment ça se passe au Japon à ma mère d'accueil, mais à ce moment-là, je ne parlais pas assez bien le français pour expliquer. Parce qu'en général, faire du bruit, c'est mal vu, mal poli au Japon aussi. Mais il y a des exceptions. Soba, udon, ramen, on peut faire du bruit. Probablement, vous vous demandez pourquoi.
Et oui, je vais répondre à cette question aujourd'hui. C'est tellement normal que je me demandais jamais, parce que comme c'est normal au Japon, on se demande pas pourquoi on fait des bruits, pourquoi on peut pas faire des bruits à l'étranger, etc. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plusieurs théories pour ça. C'est super intéressant. Laissez-moi vous expliquer. Alors, selon la première théorie que j'ai trouvée, même après que les Japonais aient commencé à manger des plats avec du bouillon chaud, je sais pas si vous avez entendu les orages maintenant, c'est énorme. Bref, je reprends ma phrase. Même après que les Japonais aient commencé à manger des plats avec du bouillon chaud, les Japonais, ils n'utilisaient que des baguettes. Je pense que si on utilisait une cuillère, ça aurait été différent. Mais au Japon, à l'époque, on soulevait le bol directement pour porter à la bouche et manger. En particulier, les bols au Japon étaient souvent en bois, un matériau qui ne conduit pas la chaleur aussi bien que le métal, qui pourrait expliquer cette différente manière de manger par rapport aux autres pays. Ainsi, cette première théorie suggère que la culture de baguettes et des bols en bois a favorisé l'habitude de manger en aspirant les nouilles. La deuxième théorie propose que le restaurant de soba, le restaurant de nouilles soba de l'époque Edo, a répandu cette manière de manger des nouilles en faisant du bruit. Alors déjà pour commencer cette théorie, est-ce que vous connaissez les soba? Je vous ai montré un peu tout à l'heure, mais vous connaissez les ramen. Les ramen sont des nouilles faites avec du farine, alors les soba sont faites avec le farine de sarrasin. Au Japon, il existe plusieurs sortes de nouilles, de plats nouilles comme ramen, soba, somen, udon. Je trouve ça un peu dommage que les Français connaissent seulement les ramen. C'est un peu comme connaître les crêpes, mais pas les galettes. Promis, je ferai une vidéo pour vous montrer les différences. Bref, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les ramen sont relativement un plat nouveau, en fait. Udon et soba existent bien plus longtemps que ramen. Moi, je me demande parfois, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un ramen, c'est vraiment une cuisine japonaise? En fait, je pense que c'est plutôt un plat chinois, parce que les nouilles utilisées pour ramen, ils s'appellent chukamen, qui veut dire des nouilles chinoises en japonais. Donc, ramen, c'est un plat à l'origine chinoise qui est adapté de façon propre au Japon. Et c'est un plat relativement nouveau. Donc, cette façon de manger en aspirant, en faisant du bruit, c'est pas à cause de ramen. C'est pour ça que la clé, c'est le restaurant de soba à l'époque de Edo. En fait, le soba est répandu comme un aliment super populaire à l'époque d'Edo. Je pense que vous savez sûrement déjà que le capital du Japon était Kyoto, la ville de Kyoto, mais ensuite l'empereur a été déplacé, il a déménagé à Edo, ensuite renommé Edo à Tokyo, qui est aujourd'hui la capitale du Japon et ma ville natale. À l'époque, Edo était le plus peuplé du monde, avec beaucoup de gens qui mangent rapidement parce qu'ils travaillent très dur. C'est la raison pour laquelle les restaurants de soba dobu sont devenus très populaires à Edo. Et il existe toujours au Japon, ça s'appelle Tattegui Soba, pour ceux qui s'intéressent à essayer au Japon. Je pense que c'est un peu choquant pour les Français pour ce genre de restaurant. Restaurant entre guillemets, c'est juste un endroit où on mange rapidement, donc c'est pas vraiment un restaurant, mais c'est très courant au Japon et ce sont souvent près de la gare. Alors de quoi je parlais déjà? Ah oui, les soba. Donc les gens, ils étaient très occupés, ils se dépêchaient pour manger et donc ils mangeaient des nouilles, des soba, en aspirant, en faisant du bruit pour refroidir tout en portant les nouilles à la bouche. Avec cette façon de manger des nouilles, on peut non seulement refroidir les nouilles, mais aussi savourer le bouillon qui accompagne les nouilles, ce qui rend le plat encore plus délicieux. C'est pourquoi à la télévision japonaise, quand on présente des plats avec les nouilles, on fait toujours des bruits pour donner l'appétit. Alors pour être honnête, moi, en fait, personnellement, je préfère manger sans faire de bruit. Pour être précise, ce n'est pas le bruit qui me rend le plus mal à l'aise ou qui me dérange. Mais quand on mange à la japonaise, les nouilles, en fait, on aspire et la soupe sont partout. Et c'est ça qui me dérange. Ça peut salir la table ou alors les vêtements. Et si c'est à toi, c'est pas grave, mais si c'est à quelqu'un, c'est horrible.
En plus, moi je déteste manger en se dépêchant. Parfois, je n'aime pas aller dans un restaurant avec les autres personnes juste parce que je peux pas savourer mon plat à mon rythme. Ça c'est juste mon avis personnel, mais j'ai l'impression que les Japonais mangent assez vite. À l'école, au travail, même quand on va dans un restaurant, on passe pas autant de temps que les Français. Après, au Japon, il y a une règle implicite. Quand le restaurant ou le café est bondé, il faut partir au bout de 90 minutes à 2 heures. Et parfois, c'est même écrit sur la table. Et quand on reste trop longtemps dans un café ou dans un restaurant, les personnels commencent à nous regarder d'une façon bizarre, fixement. On peut même nous faire une remarque. J'ai des amis étrangers qui ne comprennent pas trop cette règle au Japon. Et ils pensent que non mais on est client, on a payé, on a le droit de rester. Oui, on a le droit de rester, mais je vois les autres qui me regardent et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent et ça me gêne en fait. Mais j'arrive pas à dire, j'arrive pas à faire comprendre que c'est comme ça. C'est un peu gênant. Oui, il faut pas faire attention au regard des autres, mais on peut pas non plus s'en ficher complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des règles comme ça dans votre pays aussi, des règles qui sont pas écrites et qui sont pas connues, pas très connues et que les touristes font souvent? S'il y en a, je suis curieuse, donc mettez en commentaire, je regarderai. Se moucher ou renifler. Les différences de politesse entre le Japon et la France. Les Japonais ne se mouchent pas? Alors c'est un sujet que je voulais vous raconter depuis longtemps parce que j'entends très souvent les influenceurs francophones qui disent il faut pas se moucher au Japon en public. À chaque fois que je trouve ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bref, quand je trouve ce genre de contenu, je me demandais toujours pourquoi on peut pas se moucher en public au Japon. Parce qu'on peut. Ou alors je suis la seule qui ne le sait pas parce que je ne suis pas bien éduquée. Cultivé. Et enfin, j'ai demandé à mes amis japonais si c'est vrai de ne pas pouvoir se moucher en public au Japon ou pas. Et ils ont été d'accord avec moi pour dire que se moucher n'est pas particulièrement mal poli au Japon. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi les Français insistent autant de ne pas se moucher en public au Japon? Alors j'ai posé cette question à plusieurs personnes et j'ai trouvé certaines choses que je vais vous partager. Alors, il est vrai que les Japonais se mouchent moins souvent peut-être qu'en France, en public. Mais ce n'est pas parce que c'est considéré comme le manque de respect. Alors, à mon avis, je pense qu'il y a 2 raisons pour cela. Alors, tout d'abord, je pense que c'est parce que les Japonais trouvent se moucher embarrassant. On n'aime pas attirer l'attention sur nous en faisant un grand bruit, en montrant à tout le monde qu'on a le mucus sur le visage. Comme on préfère d'avoir le miroir pour se raser ou pour se maquiller, c'est la même chose pour les Japonais. Pour se moucher, il faut le miroir. Donc on préfère aller aux toilettes et se moucher devant le miroir. J'essaie de ne pas généraliser, mais en général, les Japonais sont plus discrets et réservés. Et beaucoup d'entre eux se préoccupent de l'image qu'ils renvoient aux autres. C'est pourquoi je pense que beaucoup de Japonais évitent de se moucher en public. La deuxième raison, c'est qu'au Japon, renifler n'est pas perçu comme quelque chose de dégoûtant ou dérangeant. C'est la raison pour laquelle on renifle plutôt que se moucher en public. Mais les Français détestent ça. Et en fait, ça attire beaucoup d'attention de Français. Moi, je ne savais pas que c'est mal vu ou les gens n'aiment pas ça en France. Du coup, j'ai fait plusieurs fois quand j'étais en France parce que je n'avais pas de mouchoir avec moi et je n'avais pas de toilette à proximité. Mais je me souviens, ma mère d'accueil m'a regardé bizarrement et me demandait plusieurs fois « T'es malade, ça va ?» Et je ne comprenais pas pourquoi. Le Japon, un pays où la photographie est souvent interdite. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'endroits au Japon où la photographie est interdite. Par exemple, dans tous les combini et les supermarchés. Pour ceux qui sont déjà venus au Japon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est toujours marqué comme ça devant les combini. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent et j'ai déjà vu pas mal d'influenceurs qui filment dans les combini, dans les supermarchés, etc. Et je me dis que c'est pas si grave tant qu'on ne dérange personne parce que je pense que la raison principale pour cette interdiction de filmer dans des supermarchés ou dans des combini, c'est le dérangement des autres personnes. Mais c'est très critiqué et mal vu au Japon. Donc beaucoup de youtubeurs, grands youtubeurs japonais, les influenceurs, ils font beaucoup d'attention pour ne pas déranger les autres ou pour ne pas filmer dans un endroit où la photographie est interdite.
Et aussi les youtubeurs japonais, si vous regardez leurs vidéos, ils mettent l'effet mosaïque pour ne pas montrer les têtes des autres personnes qui étaient auteurs de ces influenceurs ou youtubeurs, afin de respecter leur vie privée. Et vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux les photos ou les vidéos des japonais qui sont gênés parce que les touristes les prennent en photo sans demander la permission. On évite d'être dans la photo de quelqu'un d'autre afin de ne pas gâcher cette photo, mais aussi, tout simplement, on n'aime pas être dans la photo de quelqu'un et qu'ils mettent cette photo ailleurs sur les réseaux sociaux et qu'on fait la tête bizarre. Moi, la dernière fois que j'étais en France, j'étais à Paris, je prenais des photos, je filmais dans la ville et j'étais beaucoup moins stressée parce que j'ai eu l'impression que les gens s'en fichaient. Alors qu'au Japon, quand j'essaie de prendre des photos ou j'essaie de filmer, je sens constamment que les gens sont très gênés, les gens qui sont autour de moi. À Paris, il y avait même des gens qui essayaient d'être dans la photo, dans ma photo ou dans mes vidéos. Ils faisaient comme ça et ce sont des inconnus, je les connaissais pas, mais je les trouvais plutôt drôles et sympas. Donc j'ai des photos de Paris avec des inconnus qui font comme ça. Et vous savez quoi, l'année prochaine, je vais aller en France, je serai probablement à Paris. Et si jamais vous me voyez filmer, si jamais vous me voyez prendre la photo, venez me voir, hein, venez me parler. Et si vous êtes d'accord d'être dans ma vidéo, vous êtes bienvenus, ce sera un grand plaisir. Je trouve ça trop drôle de faire une vidéo avec mes abonnés. Surtout que c'est au hasard, j'adore ce genre de choses imprévues. Ah, il y a un mot que je connais. Improvisoire. Après, je vais être honnête, mais quand je suis avec mes amis et que je fais quelque chose avec eux et que c'est vraiment privé, je préfère ne pas être interrompue. Mais la dernière fois, quand j'étais à Paris toute seule, j'ai rencontré 5 abonnés au hasard comme ça et c'était trop drôle, j'ai trop aimé. Il y en a un que j'ai rencontré quand j'étais à la galerie Lafayette où il y avait plein de pâtisseries, l'étage où il y a plein de pâtisseries, vous connaissez? Et là, j'étais toute seule et il y avait un homme qui est venu me parler et il m'a demandé « Vous êtes enchantée, Rika ?» Et puis il m'a dit « Je regarde vos vidéos. » Et puis il est parti. Il a pas l'air content. Et je pense qu'il était content. J'espère. Mais j'ai senti qu'il aime bien mes vidéos et qu'il voulait pas me déranger. Je l'ai trouvé ça mignon et j'espère avoir un meeting, une occasion, ou plusieurs occasions de rencontrer mes abonnés à Paris ou ailleurs en France. Je m'écarte encore le sujet, je suis désolée. Le Japon valorise l'écoute, la France exige une expression claire. J'ai l'impression qu'au Japon, écouter et comprendre sont les plus importants que parler. Je pense qu'en France, il est aussi important d'écouter, mais en plus de ça, j'ai eu l'impression qu'il est très important de s'exprimer clairement et précisément pour être compris. Alors c'est mon impression et c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'au Japon, c'est les gens qui écoutent, qui font des efforts pour comprendre la personne qui porte la parole, plutôt que la personne qui parle, qui fait des efforts pour s'exprimer clairement ou précisément. Alors c'est probablement une des plus grandes différences culturelles entre le Japon et la France que j'ai trouvé. La façon dont on communique est très différente et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, je trouve. Alors par exemple, ceux qui ont déjà passé le GLPT comprendront, mais le GLPT n'inclut pas la partie orale. Si vous comprenez les kanji et la grammaire suffisamment, vous allez réussir. Donc j'entends souvent mes amis français critiquer le fait que même les Chinois qui ne parlent pas du tout le japonais, ils peuvent avoir le niveau le plus élevé. Alors ici, je ne parle pas de la qualité des examens, mais je trouve que les examens reflètent bien la culture du pays, ce qui est très intéressant. Alors ça peut être vrai pour tout, mais en étudiant le français et en passant le DALF, j'ai bien senti les différences entre la France et le Japon se manifestent bien dans le GLPT et le DALF. Le GLPT est essentiellement un test à choix multiples où il y a une réponse déterminée. Vous devez trouver cette réponse en tenant compte de toutes les informations données, y compris audio, les informations écrites, les expressions faciales des personnages, le ton de leur voix et contexte de la situation. On vous demande de comprendre et analyser la situation correctement, toutes les informations sans rien manquer pour trouver la réponse. Et ce qui concerne le DALF, il n'y a pas d'option de choix dès le départ et il n'y a pas de réponse déterminée.
pour réussir cet examen, on doit s'exprimer, on doit exprimer nos avis clairement avec nos propres mots. Bien que comprendre soit important, il est aussi crucial d'avoir sa propre opinion et de posséder les compétences pour communiquer de manière logique. De plus, le fait qu'il soit nécessaire de convaincre l'autre partie en cas de divergence d'opinion est un point très caractéristique qui n'existe pas dans les examens japonais. Pour qu'un japonais réussisse le DALF, je pense qu'en plus d'étudier le français, il est également indispensable de s'entraîner à convaincre son interlocuteur et se débattre. Une autre chose que j'ai ressentie en France, c'est que ne pas avoir d'opinion est perçu d'une manière très négative, ou alors ne pas s'exprimer. Ce qui m'a un peu choqué en France, c'est que si vous ne donnez pas votre opinion, vous êtes interprété comme si vous ne réfléchissiez à rien. Je veux dire que c'était pas toujours comme ça, mais j'ai eu l'impression, il y avait pas mal de cas où je ne pouvais pas donner mon opinion et j'ai eu l'impression qu'il me traitait, il m'a interprété comme si c'est une personne, comme si j'étais une personne qui n'a pas d'avis, qui n'a pas d'opinion et que j'ai eu l'impression que c'est très très négatif en France. Au Japon, même si vous avez une opinion, il est courant, il est assez normal de ne pas l'exprimer pour ne pas briser l'harmonie du moment ou pour céder à l'autre. Quand je suis arrivée en France au début, je ne donnais pas du tout mon opinion. J'avais tellement envie d'être considérée comme une personne bien intégrée en France que je ne voulais pas être remarquée, je ne voulais pas attirer l'attention des autres. Je ne voulais absolument pas être différente. Donc en fait, je copiais tout le monde. Je copiais, je faisais pareil que tout le monde. J'ai essayé d'être pareil que tout le monde. Donc je ne donnais pas mon avis personnel. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'impression qu'on me voyait comme une personne ennuyeuse. Pour moi, c'était difficile de s'exprimer ou exprimer une opinion qui n'est pas forcément le même que les autres personnes. Parce que c'est pas forcément considéré quelque chose d'appréciable au Japon. Donc je n'avais pas l'habitude de m'exprimer pour être comprise. Au Japon, il y a pas mal de situations où les gens comprennent sans qu'on a besoin de dire quoi que ce soit. Donc je ne faisais pas beaucoup d'efforts pour transmettre ce que je pense, mes idées, mon opinion en mots d'une façon verbale. Les Japonais, nous, on déteste tellement les disputes qu'on évite de dire beaucoup de choses. Et je pense qu'on est éduqué, ou on me dit depuis qu'on est tout petit, tout jeune, d'essayer d'accorder le plus possible, accorder plus d'importance à la compréhension des autres. En revanche, moi j'ai l'impression que les Français sont habitués à exprimer et ils sont habitués à se débattre. Ils font beaucoup de débats dans la vie quotidienne. Au début, j'ai eu trop du mal avec ça. Il m'est arrivé plusieurs fois où je me disais oh, mais pourquoi ils me comprennent pas? Normalement au Japon, tout le monde comprenne avec le contexte, mais je dois le dire. Ah, c'est dur. Mais c'est impossible d'attendre qu'on vous comprenne sans parler quand on est dans un environnement culturellement différent. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je suis venue en France, je dois apprendre la manière française à ma façon. Et j'ai travaillé dur pour apprendre le français, pour mieux m'exprimer. Et même aujourd'hui, il m'arrive encore d'être intimidée quand je débat avec les Français. Avec mes amis proches, j'arrive petit à petit à discuter sur plusieurs choses et je suis très contente. À l'inverse, si je devais donner un conseil à un Français qui veut venir vivre au Japon, c'est une question qu'on me pose très souvent. Je dirais que dans la communication japonaise, la compréhension de l'autre est beaucoup plus valorisée que l'expression de soi. Donc je vous encourage de faire les efforts pour comprendre l'autre personne plutôt d'essayer de s'exprimer. La façon de vous écouter fait partie, c'est une grande partie de la communication japonaise. Je pense que les Japonais ont un fort désir que l'autre comprenne sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. Et parfois, c'est même considéré comme normal. Je trouve qu'il y a vraiment peu de situations où il explique beaucoup en mots d'une façon verbale. Et bien sûr que c'est une généralité et il y a bien sûr des exceptions. Mais si vous devez faire attention à quelque chose dans la communication au Japon avec les Japonais, je pense que c'est le point le plus important. Parler beaucoup et d'une façon claire n'est pas aussi bien vu au Japon qu'en France. Ça peut être facilement perçu comme agressif ou manque de considération si on est trop explicite. Nous, on évite vraiment les disputes, la discussion un peu trop agressive
Et du coup, il y a même un proverbe qui dit « La bouche est la source de tous les mots ». Je pense que tout comme j'ai su faire des différences culturelles, différences de communication en France, je pense que ça peut être une grande difficulté pour les Français qui aiment bien s'exprimer, je pense, s'ils viennent vivre au Japon. C'est peut-être quelque chose de minuscule, mais j'ai remarqué beaucoup quand j'étais en France et quand je suis revenue au Japon, ce style de communication. Les différences culturelles sont super intéressantes, mais lorsqu'il s'agit de s'adapter à une autre culture, ça demande parfois une énorme patience et la tolérance. Je pense juste connaître déjà ces différences, c'est un premier pas. Et j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, même si je m'écartais énormément le sujet. Encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. J'ai pris pas mal de temps pour faire cette vidéo. Donc si ça vous a plu cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez aussi eu des expériences, des différences culturelles, laissez-moi un commentaire pour me raconter. Matane, à la prochaine!